Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en compagnie de Dimitri de la chaîne Crypto Paradise Consulting qui approche des 1000 abonnés. Hein, on est en année de moins en moins éloigné, c'est vraiment les 1000 premiers qui sont les plus difficiles, quoi. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir, il a fait une vidéo hier en espérant qu'elle ne se fera pas striker par YouTube. Allez vite la voir avant qu'elle soit censurée. C'est mes vidéos chaque année du 11 septembre. Donc salut à tous, bonjour Cédric. Ravi d'être revenu à l'île Maurice Mm. après 3 mois d'absence. Et donc, ben voilà, on reprend nos petites vidéos ensemble. On va commenter déjà le marché crypto. Et puis après, bon, il y en a des sujets au niveau géopolitique, au niveau de ce que font les banques centrales, les marchés d'une manière générale, la direction que prend le monde. Voilà, qu'on a la chance, nous, de regarder un peu à distance là depuis notre magnifique île Ouais. de Maurice. Donc, déjà le marché crypto, qu'est-ce que tu en penses? On est à quoi? À 2 jours du merge? C'est quand? C'est le 14, c'est le 15? On est quoi aujourd'hui? Oui, si j'ai compris que c'était le 15. En tout cas, là, a priori, la première partie a bien fonctionné. J'ai lu ça ce matin d'ailleurs. D'accord, ok. Que tout leur truc avec Beacon, la Beacon Chain, tout ça s'est bien passé. Donc je crois que ETH est bien en route pour le Proof of Stake comme prévu avec le merge qui aura lieu dans les prochains jours. Donc oui, je pense que c'est l'événement majeur crypto actuel. Hein. Même si moi j'avais fait une vidéo il y a une quinzaine de jours pour parler d'un autre sujet qui est le sujet DeFi, CeFi. Hein. C'était un peu dans la suite de tout ce qui s'est passé pendant l'été, toutes les catastrophes qu'on a connues, notamment évidemment avec Celsius. Donc je pense que c'est un sujet aussi qui est intéressant, mais je te laisse à la limite me dire de quel sujet tu veux qu'on aborde au niveau crypto. Déjà, toi, qu'est-ce que tu en penses de le merge Ethereum? Là, tu l'abordes quoi avec ok, c'est un événement et sereinement. Est-ce que tu as pris certaines dispositions? Est-ce que tu as fait des choix d'arbitrage? Est-ce que voilà. Ouais, alors il y a deux choses sur ce sujet. Le premier, c'est que j'avais lu, vous savez, je suis de très près, enfin j'ai beaucoup suivi et beaucoup écouté, j'ai beaucoup suivi et beaucoup écouté quelqu'un qui s'appelle, comment il s'appelle, Michael Saylor, que tout le monde connaît. Et il y a aussi Raoul Pal, qui sont deux personnes. Alors Michael Saylor est beaucoup plus Bitcoin que Raoul Pal, qui lui est maintenant très convaincu. Raoul Pal, je ne sais pas si vous voyez qui c'est quelqu'un de Real Vision, une chaîne YouTube qui est quand même très connue. Bon. Ok. Et qui lui a basculé pas mal de Bitcoin vers Ethereum depuis quelque temps. Alors, je l'ai beaucoup écouté, une des dernières analyses de Raoul Pal que j'ai trouvé très très intéressante. Et en gros, ce qui est intéressant avec Ethereum 2.0 et avec le nouveau Ethereum, disons, c'est que effectivement maintenant on va avoir, et c'est ce que je voyais venir depuis un an, moi, c'est que la première question qu'on doit se poser, c'est à quoi vont servir les autres blockchains. Si Ethereum 2.0 se met en place, devient un standard où on peut faire des milliers de transactions à la milliseconde, c'est-à-dire 100 fois plus que Mastercard et Visa réunis. Il reste encore du chemin. Là, on a juste la première étape. Il y a encore plein d'étapes en termes de changement à passer. Il est fort probable qu'avec le Proof of Stake, on va y arriver quand même. En tout cas, c'est ce qui risque d'arriver. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Ouais, c'est ce que eux espèrent. Après, alors première chose, ça peut quand même remettre en cause beaucoup des écosystèmes des autres blockchains. Ça, c'est la première chose. Je ne sais pas exactement dans quelle mesure hein, telle autre blockchain va devenir spécialisée et va permettre de faire des choses qu'Ethereum ne permettra pas. Mais une des choses qui était quand même le sujet majeur, c'était le coût des transactions qui faisait que beaucoup d'autres blockchains venaient attaquer Ethereum, soit avec des layer 2 comme Polygon, soit tout simplement Avalanche, Binance Smart Chain, etc., qui permettent quand même de faire des transactions plus rapides et beaucoup moins chères. Si déjà le problème de coût est éliminé, quel est l'intérêt d'avoir des blockchains, on va dire, concurrentes d'Ethereum? Ça, c'est la première chose. Mais il y a un deuxième aspect qui est très intéressant au niveau finance,
qui est que jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas de... comment il explique ça? On n'avait pas, disons, d'étalon par rapport à ce qu'était dans l'écosystème crypto, ce qu'était, on va dire, des rendements comme on l'a dans les marchés traditionnels. Dans les marchés traditionnels, vous allez toujours pouvoir comparer vos rendements par rapport au rendement de base, qui est le rendement qu'on a avec les bons du Trésor. Ok, sachant que c'est le marché des marchés et tout découle de ce rendement-là. Donc si vous avez, en plaçant votre argent sur des bons américains à 10 ans et que ça vous rapporte, disons, 3,5%, bon, ben vous savez que ça, c'est un étalon. Et puis, vous allez commencer à arbitrer vos autres investissements par rapport à ces 3,5% que vous savez que vous pouvez avoir, on va dire, sans risque. Je mets sans risque entre guillemets parce que, bon, on sait bien que le risque du dollar, etc. Mais parlons pas de ça. En tout cas, c'est un marché qui vous permet d'avoir un étalon. Aujourd'hui, dans la crypto, il n'y en avait pas vraiment. C'est-à-dire que ça partait dans tous les sens. Ethereum, avec son système qui maintenant va consister à bloquer 32 Ethers pour obtenir un rendement de, je crois, on est de l'ordre de 4,5%, 5%, enfin, je ne sais plus. Il me semble que c'est dans ces... Voilà. Il faut bloquer 32 Ethers, devenir validateur de la blockchain Ethereum, Proof of Stake, et puis en bloquant vos 32 Ethers, vous avez ce rendement qui va devenir, et c'est là où c'est intéressant, rendement en Ether, précisons-le. Un rendement en Ether, bien sûr. Mais qui va devenir, mais de la même façon qu'un rendement dans les bons américains est un rendement en dollars. Ouais. Bon. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que on peut aussi, voilà, on n'est pas, c'est pas le dollar, quoi, c'est pas une bien monnaie, sûr. donc. Bien sûr. Mais c'est là que c'est intéressant, c'est que ça devient comme un étalon dans la crypto, avec Ethereum comme étalon, et tous les autres, alors tout ce qui va se passer autour avec des rendements qu'on va chercher éventuellement supérieurs, etc., vont pouvoir maintenant se comparer par rapport à ce rendement étalon qui devient un rendement sûr. Alors tu as tout à fait raison, c'est pas un rendement, ça reste un rendement en Ether, mais finalement si Ether devient l'étalon de toutes les cryptos de la blockchain, et encore une fois, moi je sors Bitcoin de l'équation. Donc Ethereum prend cette nouvelle place de finalement ce qu'était Bitcoin il y a quelques années. C'est-à-dire qu'Ethereum devient l'étalon de toutes les autres cryptos. Voilà ce que pour moi, ce à quoi on est peut-être en train d'assister, et qui est quand même un phénomène très intéressant. Et qui pourrait amener l'écosystème crypto à vraiment évoluer avec Ethereum, cette fois-ci, qui se place vraiment comme l'étalon de toutes les autres cryptos. Tout va se jouer à l'aune d'Ethereum. C'est intéressant. Est-ce que vraiment... C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, c'est la deuxième capitalisation, sauf erreur. C'est toujours la deuxième capitalisation. Ouais. Bon, on parle de flippening aussi. Bon, il y a beaucoup de choses qui vont jouer dans les mois à venir, hein, puisque là, le merge, c'est une première étape. Il y a encore pas mal d'étapes déjà pour avoir une réduction des frais, puisque là, on ne va pas avoir une réduction des frais dans l'immédiat. Et c'est vrai que cette approche d'avoir un étalon en termes de taux d'intérêt... Il y a un autre phénomène qui est lié à tout ça, c'est que si tu as bien compris comment fonctionne le Proof of Stake par rapport au Proof of Work, il y aura beaucoup moins d'inflation d'Ethereum. C'est-à-dire qu'Ethereum va devenir, même par nature, quasiment déflationniste. Oui. Donc d'un point de vue aussi économique, l'Ether devient quelque chose qui va avoir, je pense, un intérêt même pour des investisseurs purs. Oui, c'est ce que je voulais aussi rajouter. Effectivement, on a les 4,5 de rendement en Ethereum. Mais en plus de ça, si on parie sur le fait que l'Ethereum va prendre de la valeur de par ce changement, on va dire, de modèle économique, en tout cas de tokenomics, en fait, on peut avoir plus de rendement in fine, quoi. Alors pour répondre d'ailleurs à ta question de tout à l'heure, moi, en ce qui me concerne, je reste néanmoins quand même prudent. C'est-à-dire que je considère que Bitcoin, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs, Bitcoin pour moi est maintenant quelque chose qui est à part, que je mets dans la catégorie plutôt de l'or ou des actifs liquides, je dirais, pour sécuriser son patrimoine. Et maintenant, c'est Ethereum qui devient la crypto, on va dire, de référence. Donc moi, je reste personnellement, pour ce qui est de mes cryptos, j'alloue toujours 5%, disons, à des cryptos diverses et variées, les cryptos, on va dire, que j'estime risqués, et qui sont tout le reste autre qu'Ethereum et Bitcoin. Et par contre, pour ce qui est Ethereum Bitcoin, je reste sur une pondération, moi, plutôt de 80-20, tu vois. Donc je reste 80% Bitcoin, 20% Ethereum. Okay.
Ça, je ne le change pas, ni plus ni moins. Je ne vais pas forcément augmenter maintenant la pondération vers Ethereum, mais je ne vais pas la baisser non plus. C'est-à-dire que ça reste là-dessus. Moi, je voudrais qu'on parle aussi du BNB. Parce que pour ma part, Ouais. j'aime beaucoup le comportement qu'il a eu lors du dernier bear market. C'était une des rares cryptos qui s'est très bien comporté en termes de résilience, notamment versus Bitcoin. C'est encore le cas aujourd'hui. Et je trouve qu'ils font un move extrêmement intelligent et ils profitent de leur supériorité en imposant le BUSD comme ça sur leur plateforme. Ce qui va, à mon sens, alors ça c'est un truc en anticipation, je pense que ça va faire grossir le nombre de transactions et donc la valeur du nombre de transactions sur la Binance Smart Chain et donc la valeur du BNB. Pour ma part, là, j'avais prévu de me remettre à accumuler de la crypto en mode DCA fin d'année. Mais le BNB, là, je vais me remettre à en acheter. Là, j'attends que le merge Ethereum passe. Si ça offre des opportunités intéressantes, parce qu'il va y avoir, voilà, j'ai déjà évoqué, j'ai fait une vidéo sur les risques. Où pour moi, il y a des tas de choses qui peuvent se passer. Ça va être assez amusant. On va prendre des pop-corn là. Et on peut avoir des mouvements de marché extrêmement violents. Et à cette occasion, si j'ai la capacité de choper du BNB à des prix intéressants, tu vois, du 200 $, 220 $, je le ferai. Mais je vais me mettre à racheter du BNB là je pense dans 2 semaines. Parce que, tu vois, au-delà, ok, on a Bitcoin, Ethereum, et pour moi, vraiment, le BNB, ça devient de plus en plus quelque chose de costaud, quoi. Tu vois, avec tout l'écosystème que Binance crée, Ouais. l'intelligence avec laquelle il se développe, on n'a pas affaire à, je trouve, des dépenses un peu folles comme à la crypto.com. Non mais Binance, oui. Non mais Binance, Voilà. je reste un grand fan de Binance. Et disons dans tout, alors si on prend l'écosystème des plateformes d'échange, finalement, Binance ressort de loin comme celle qui pour moi est supérieure à toutes. Le seul truc je t'avoue d'un point de vue franco-français, je vois que Binance maintenant a décidé de vraiment jouer le jeu 100% de la France. Donc, alors là, si je m'adresse à un public français, qui est quand même, je dirais, la grande majorité des gens qui nous regardent, en tant que résident français, bizarrement, je me méfierais un peu de Binance maintenant, parce que alors c'est sûr qu'ils vont tout échanger avec le gouvernement français, etc. C'est pas forcément quelque chose qui me plaît énormément. Mais bon, hormis ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que quand je parlais des cryptos là tout à l'heure, c'est vrai que BNB, moi j'ai toujours eu des BNB, et aujourd'hui ça représente, j'avoue que je les mets un peu entre les deux. Alors, ils sont pas vraiment dans la catégorie crypto à risque, parce que c'est vrai que BNB, je vois ça aussi un peu comme toi, comme une valeur très 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 sûre. Donc oui. Alors sûre, peut-être pas, mais résiliente clairement. Un niveau de résilience là qui est assez impressionnant. C'est la deuxième cycle là où on voit quand même ce niveau de résilience, quoi. Donc très intéressant. Mais attention à un phénomène dont on parlait d'ailleurs récemment avec d'autres amis crypto. Il y a un autre phénomène qui est est-ce qu'on va rentrer maintenant dans une ère. Parce que j'entends encore des gens qui me disent, là j'ai vu la réglementation MiCA qui va être très très sévère, la réglementation européenne sur les stablecoins. Tu as vu passer ça? Je regarde, mais comme ça, tu vois, ça bouge beaucoup, c'est un peu du bruit, j'attends que ça se stabilise. Il parle d'ici 2024 de limiter le nombre de transactions en stablecoin, mais à un montant ridicule. C'est-à-dire qu'en fait, l'Europe va complètement, encore une fois, se tirer une balle dans le pied sur les cryptos. Que fera Binance à ce moment-là? Comment est-ce que... Donc on imagine encore ce moment où, vu la configuration géopolitique, on en parlera après, mais où les choses pourraient encore dériver de façon calamiteuse, jusqu'au moment où effectivement un grand pays, voire l'Europe, va vraiment réglementer de façon très très restrictive, je dirais, le milieu des cryptos. Et toutes ces plateformes se retrouveront, si tu veux, elles sont prisonnières de la réglementation, ces plateformes. Donc moi, je reste encore, et je pense qu'il va encore se passer des choses, on va voir dans les années à venir. Mais est-ce que dans 10 ans, on sera toujours dans ce même genre de configuration dans laquelle on est aujourd'hui, ou est-ce qu'on ne va pas réellement passer dans un mode où, à l'instar de ce qui se passe au Salvador, finalement,
des pays qui décideront, eux, de ne pas rentrer dans la réglementation tous azimuts contre les cryptos, décideront alors de l'adopter d'une façon directe. C'est-à-dire qu'on va avoir des systèmes de paiement où on ne passera plus par des plateformes d'échange. Si tu veux. Cryptocom, etc., des choses que j'utilise aujourd'hui, Nexo, pourrait devenir obsolète à un moment donné. C'est-à-dire qu'on va plutôt passer par des choses directes. Par exemple, Strike, au Salvador, permet de payer directement en Bitcoin. Voilà, on paye ses commerçants, on paye ses achats en Bitcoin. Voilà. Donc tout ça, c'est des questionnements. Évidemment, on n'a pas du tout de réponse aujourd'hui. C'est les choses à garder en tête. Donc moi, plateforme d'échange, oui. Je dirais le minimum dessus. Voilà, méfiance, méfiance. Moi, maintenant, je reviens, et ça, je l'ai déjà expliqué, je reviens quand même à une gestion clé privée. Si vous n'avez pas vos clés, vous n'avez pas vos cryptos, etc. Bien sûr. Je pense que c'est quelque chose à avoir quand même fortement en tête pour tous ceux qui nous écoutent. Okay. Voilà. Donc toi, là, sur les exchanges, tu n'as quasi rien, en fait. Rien. Voilà, sur la CFI, etc., c'est terminé. Un peu de défi? Voilà. Alors, je suis revenu un petit peu sur la DeFi. C'est ça, de la vidéo que je faisais il y a 15 jours pour l'expliquer. Parce que, finalement, si j'analyse les risques, aujourd'hui, soit vous avez vos clés privées, bon, vous ne gagnez rien. C'est clair. Vous bloquez vos cryptos sur une ledger ou quelque chose comme ça, bon, vous n'allez rien gagner. Soit vous allez sur la CeFi, auquel cas, vous allez confier vos cryptos à un tiers, qui, lui, pour vous générer un rendement, va obligatoirement prendre des risques que vous ne maîtrisez pas du tout. Non. Donc vous êtes dans la relation que vous avez avec votre banque, finalement. Et cette situation-là me semble être la plus dangereuse. Parce que vous avez affaire à deux risques. Vous avez le premier niveau de risque, qui est le fait de confier vos cryptos à un tiers. Et le deuxième niveau de risque, qui est qu'est-ce qu'il fait avec vos cryptos. Donc, à la limite, même s'il fait des belles choses, il peut vous la mettre profond, excusez-moi l'expression, façon Celsius. Si jamais il y avait un problème, je sais pas, il verse trop de salaire ou tout simplement il part avec vos cryptos, j'en sais rien. Et puis, bien sûr, il y a le risque que s'il gère mal tout simplement ses affaires, vous allez de toute façon subir ça de plein fouet. Donc la DeFi pure, elle enlève le risque du tiers. Ce qui est quand même quelque chose d'important. C'est-à-dire que vous allez vous-même décider de mettre vos clés et de mettre vos cryptos directement sur des protocoles où il n'y a pas d'intermédiaire financier. En revanche, vous avez évidemment à avoir confiance en des algorithmes et le tiers, pour moi, il reste quand même sur la partie programmation des smart contracts. Ouais. D'un point de vue juridique, ce n'est pas un tiers. C'est-à-dire que tu bloques tes cryptos, tu dis OK, moi j'alloue, je donne des allocations et dès que tu décides, personne ne peut t'empêcher d'en sortir. Si le code est bien fait, tu es complètement maître de ce que tu as. Alors, de ce point de vue-là, oui, je dis, j'y retourne, mais attention, avec parcimonie. Avec parcimonie. C'est-à-dire que je préfère aujourd'hui, quitte à mettre une petite somme, on parle de quelques milliers d'euros, voire quelques dizaines de milliers d'euros, quitte à mettre des petites sommes sur ce genre de choses pour se dire, bon, je préfère quand même générer quand même quelque chose. Et ben, si je dois choisir entre les Nexo, Cryptocom, même Binance finalement, en qui j'ai le plus confiance quand même, ou de la DeFi pure sur des protocoles qui maintenant quand même ont fait leurs preuves dans les 2 dernières années. Je pense à Uniswap, PancakeSwap, etc. Voire même Autofarm, qui est un agrégateur de rendement. Eh ben, je me dis que j'ai moins de risques à faire ça parce que ça fait 2 ans que je les suis et je vois qu'il ne s'est absolument rien passé de grave. Donc les codes fonctionnent, etc. Voilà. Mais attention, très, très, très. Je suis en mode très, très prudent. Oui. Voilà. Après, en termes de rendement, moi je trouve qu'on a quand même la plateforme FTX qui propose des choses intéressantes. Voilà. Sachant que il l'utilise comme une fourniture de liquidité, en fait. Donc ils ne vont pas aller le mettre sur des placements défis, voilà. Et sur du stablecoin. Alors, ça varie en fonction justement des besoins, de la demande en face qu'il peut y avoir. Quoi. Tu parles de leur appli, là, FTX? Oui, tout à fait. Mais bon, on a du 6%, du 5-6%, ce qui... Bon, alors bien sûr, on a une inflation de 9, donc en taux réel, on a quand même du négatif. Mais bon, entre 0 et 6%, voilà, c'est pas trop mal, on va dire. Après,
Je te donne un exemple, sur la DeFi pure, là en ce moment, j'ai été sur un protocole qui est sur la blockchain Chronos, qui est celle De crypto.com. de crypto.com. Et en ce moment, avec du stablecoin, on est sur un USDT USDC. Qui, bon, alors évidemment, il y a l'USDT. Bon, Mm. USDT USDC, disons que si les stablecoins tiennent le coup, on va dire qu'il y a zéro risque, puisque c'est deux stablecoins adossés au dollar. On est à entre 7 et 8%. Voilà, ça navigue entre 7 et 8%. Ce qui est correct, hein, ce qui est très correct aujourd'hui. Voilà. Après, sur Chronos, je dois avouer que c'est encore très jeune. C'est lié à C'est comme. crypto.com. Crypto.com, Ouais. moi, j'ai tout enlevé. Je suis pas ultra serein Non, sur je suis pas l'avenir de non la plus, non plateforme. plus, non plus, Donc, bon, non plus. Voilà, moi maintenant, je l'ai déjà expliqué, hein, moi je fonctionne avec ces boîtes-là parce que Cryptocom, par contre, au niveau de leur carte et de leur appli, ils ont quand même des fonctionnalités que j'apprécie énormément. Mm. Ça marche très très bien. Moi j'ai voyagé là pendant 3 mois, j'ai utilisé que ça et ça marche vraiment bien. Donc j'utilise, moi j'envoie ce dont j'ai besoin, hein, 1000 par 1000, hop, on envoie, on prend, on utilise. Ouais, voilà, si demain il y avait entre guillemets une grosse catastrophe avec Cryptocom, comme il y a eu sur Celsius, bon ben voilà, je risque, je dirais au maximum 1000 balles quoi. Hein, Ouais, ouais, c'est sûr, voilà, c'est sûr. Ok. voilà. Hum, bon, marché crypto, ma foi, après, d'une manière générale, là, on a un petit rebond du Bitcoin, là, Oui, alors, parce que le dollar, on a eu, ok, tiens, ça va faire une bonne transition avec tout le reste. ouais, ouais, je dirais juste un dernier mot sur le marché crypto, c'est Mm, que j'ai déjà fait une analyse là-dessus, c'est que je pense qu'on est sur un marché qui va être, où il va, à mon avis, hein, il ne va pas se passer grand-chose, à part peut-être des flash crash, notamment liés à la géopolitique, et c'est là où on va y arriver. mm. Mais il ne va pas se passer grand-chose, à mon avis, jusqu'à prochain halving, c'est-à-dire 2024. Hein. Donc, on a le temps. Quoi, hein. Il y a le temps je dirais, de garder. Si on a des liquidités de côté, soyez serein, soyez Hmm. patient, parce qu'il y aura des moments, à mon avis, où il y aura moyen de rentrer dedans. Sinon, c'est la DCA, comme je le conseille, moi, depuis maintenant quelques semaines. Voilà, vous achetez régulièrement, toutes les semaines. En ce moment, quand même, on est sur des niveaux qui me semblent quand même corrects, Mm. notamment pour le Bitcoin. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Voilà. Donc, bon, bah là, d'une manière générale, justement, là, l'ensemble des marchés est drivé par l'évolution du dollar versus notamment le DXY versus les autres devises, Ouais. notamment versus euro. Alors là, Là, on le voit, bon, bah, la BCE, ça y est, elle a augmenté de 0,75. ça a fait Euh, remonter l'euro, là, j'ai vu. et absolument, bah, Ouais. c'était une réaction, Ouais. moi, que j'attendais. J'attendais de voir effectivement en anticipation. Voilà, j'avais eu quelques dizaines de cas en euros là, qui avaient été réceptionnés. Donc du coup, je ne les ai pas changés, j'ai attendu de voir. Et là, du coup, on a eu en fait un rejet au niveau des 110, au niveau du DXY. Donc je surveille ça pour ma part. Euh, Pareil, je surveille au niveau de l'or. Là, si on clôture en dessous des 1700, 1680 en weekly, parce que là aussi, l'or souffre de la poussée du dollar. Et là, ok, avec la BCE qui, ok, là c'est acté, ils ont sorti à peu près le même discours que ce qu'avait sorti la Fed quand ils sont mis à remonter les taux. Donc ils vont se mettre à remonter gentiment les taux petit à petit, avec de toute manière un taux réel qui reste très négatif en fait. Euh, Puisque, bon, vu l'inflation à 9%, on a un taux à 0,75, ça nous fait du coup de 8,35, 8,25, pardon, 8,25 du coup de taux négatif, ce qui est juste énorme. Hein. Et en se basant sur des chiffres officiels. Oui, bien sûr, en se basant sur des Qui chiffres en plus, officiels. franchement, enfin, je veux dire, si on rentre dans le détail de la façon dont sont calculés les chiffres officiels de C'est assez l'inflation. discutable, mais Ouais. bon. Et, et donc, voilà, moi je me demande si on ne vient pas d'avoir un top du côté du dollar. C'est Et possible. en fait, voilà, je surveille au niveau du marché et que là, on est peut-être un retournement de tendance. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient très négatives dernièrement, ce dont il faut toujours se méfier hein, quand il y a un consensus sur dire ah ça va cracher, ça va baisser. Et donc, bon, là, est-ce que ça va pas prendre un peu tout le monde au contre-pied ou moi-même, je me disais bon, on peut encore pousser au niveau du dollar jusqu'à 118. Si là, effectivement,
Bon, bah, la BCE, ça y est, elle l'a dit, hein, ils vont monter petit à petit les taux. Et de l'autre côté, alors les marchés y craignent, bon, ben, récession, guerre, manque de croissance qui va impacter les résultats. Mais de l'autre côté, il y a toujours un intérêt extrêmement élevé à emprunter. Ça va toucher tous les petits, effectivement, ça va peut-être plus difficile pour eux d'accéder à l'argent, mais après, c'est l'effet cantillon que tu avais expliqué d'ailleurs sur ta chaîne, ou ceux qui sont le plus proches des banques centrales, qui ont accès à l'argent qui peut être déversé, eux, ils ont toujours intérêt, là, aujourd'hui, à continuer à emprunter. On voit BlackRock qui achète massivement, d'ailleurs, de l'immobilier. Donc, de s'endetter pour acheter, par exemple, effectivement, de l'immobilier, mais en tout cas, est-ce que la bourse, les actions, peut-être l'or aussi, l'immobilier, va pas profiter, là, aujourd'hui, du fait qu'on a une clarification de la direction que prend la BCE, parce que ça, c'est ce que n'aiment pas les marchés, hein, c'est quand on ne sait pas trop où on va. Là, on sait, du coup, mieux où on va, ce qui ramène peut-être pas de la certitude, mais en tout cas plus de visibilité. Et donc, de dire, OK, voilà, on peut continuer à s'endetter et à gagner de l'argent en s'endettant. Donc, allons-y, quoi. Ouais. Oui, il y a évidemment ce jeu-là. Maintenant, sur les banques centrales, quand même, là, il faut quand même comprendre qu'on est dans un jeu de dupes, mais c'est de pire en pire. Donc, on a une situation où, je le répète, ils sont complètement enfermés dans un tunnel, dans lequel ils sont enfermés eux-mêmes, hein, mais ça fait maintenant, depuis 2008, donc ça fait plus de 10 ans que ça dure. On arrive à des niveaux... bon, je rappelle quelques chiffres quand même que tout le monde a peut-être en tête, mais en une année et demie, ils ont imprimé plus de dollars pendant l'année et demie Covid qu'il a été imprimé entre 1913 et l'arrivée du Covid, donc c'est-à-dire en plus de 100 ans. Ouais, Je veux dire, il faut comprendre qu'on est dans un moment où augmenter les taux, alors laisser filer l'inflation, c'est de toute façon, oui, ils se rendent bien compte que ça va être une catastrophe, qui pourrait être une catastrophe sociale en plus, hein. Moi, j'ai l'impression qu'ils essayent d'éviter la catastrophe sociale tout en gardant l'inflation, parce que c'est un moyen de désendetter les États, quoi. Voilà, donc c'est un jeu de dupes. Tout ça, en plus, ils veulent faire croire qu'ils arrivent à piloter ça aux petits oignons. J'y crois pas une seconde. Et je pense qu'en plus, oui, là, ils promettent qu'ils vont augmenter les taux. Honnêtement, je fais le pari qu'avant la fin de l'année, notamment quand vont arriver les élections de mi-mandat là aux États-Unis, on va avoir un inversement. C'est-à-dire que tout à coup, ils vont arrêter et on va repartir. Tu crois? Ah oui. Ouais, moi, je pense pas qu'on va pouvoir continuer. Donc, cette espèce de soi-disant tightening, comme ils disent, tant que, oui, ça va calmer les marchés, etc. Et là, on arrive effectivement à un moment où ça va être... Et d'ailleurs, la fin de la hausse du dollar va correspondre à un moment donné où, à partir du moment où ils vont annoncer que c'est la fin du tightening et qu'on va repartir, alors, ils l'annonceront peut-être pas comme ça, mais c'est ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'on va arriver, d'ici l'année prochaine, on aura un renversement parce que ce sera la panique, Cédric. Il va y avoir de la panique. Donc, écoute bien ce que je te dis, il y aura de la panique, c'est-à-dire que lorsqu'il va y avoir les marchés qui vont s'écrouler si jamais ils continuent ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'ils montent les taux comme ils le disent, ça va aller tellement vite qu'ils vont devoir faire machine arrière. Et quand ils vont faire machine arrière, ça va être le signal pour... On va repartir. Et là, les amis, ça va être le prochain envol d'absolument tout. Alors, tout ça, évidemment, maintenant, on a énormément d'incertitudes sur quand même ce qui se passe en parallèle avec la guerre. On a là, j'ai des news, donc a priori, tu n'étais pas au courant, mais il y a des news extraordinaires qui sortent là dans les dernières semaines. En Suisse, il est question de mettre en prison ceux qui chaufferaient à plus de 19 degrés. Je veux dire, c'est magique, hein, c'est magique. Je vais aller vérifier sincèrement cette news, vous pouvez aller la chercher. On va la mettre sous la vidéo, le lien pour que les gens puissent le voir par eux-mêmes. Mais c'est des choses que j'ai vues dans la dernière semaine. Donc on est parti dans une direction qui sent vraiment pas bon du tout. En plus, là, très récemment, il y a eu... dans les derniers jours, une véritable contre-offensive ukrainienne. Je crois que c'est la première fois que les Ukrainiens ont repris un petit peu de terrain, si j'ai bien compris.
Oui, il y a un moment donné, les Russes vont s'énerver. Je crois que c'est ce que souhaite l'Occident. On dirait qu'ils souhaitent ça, si vous voulez. On envoie des armes, on énerve, on énerve. Il y a un moment donné, de toute façon, Mm. vous ne pouvez pas imaginer une seconde que les Russes vont faire machine arrière et dire on a perdu, on s'en va. Ça n'arrivera pas. Donc, Bah, d'un point de vue global, si on prend tu vois, encore du recul, ok, la BCE qui augmente un peu ses taux. Mais je dirais que, tu vois, on disait, ils sont bloqués. Mais peut-être pas tant que ça, tu vois, parce qu'ils ont d'autres, il y a d'autres leviers d'un point de vue politique. Là, clairement, on peut dire que les banques centrales, elles n'ont plus leur indépendance, quoi. Elles sont au du tout. service du politique, complètement. Je veux dire, c'est indéniable. Voilà. Donc, d'un point de vue politique, pour moi, ils ont quand même, tu vois, d'autres leviers à leur disposition. Effectivement, ça, c'est des choses que l'on voit lors disons, pas effondrement, mais des débuts d'effondrement comme ça de civilisations qui ont été prépondérantes. Bon, ben un affaiblissement interne du politique, eh ben, on se crée des ennemis extérieurs. Comme ça permet de fédérer la nation, ça permet de dire ah ben, on a autre chose à faire, donc calmez-vous en interne. Quoi. La, la- Évidemment. voilà, Évidemment. la guerre c'est un moyen, hein, malheureusement, hein, qui est utilisé, c'est un levier. On a toujours le narratif du rhume 19, quoi, qui reste présent. Donc ça, pour moi, c'est un autre levier qui peut être exploité pour potentiellement, si on voit que un moyen de bloquer l'inflation, c'est d'arrêter de bloquer les gens de consommer, quoi, en fait. Ouais. C'est aussi une autre manière de faire, quoi. Donc, Il s'agit toujours. et on a aussi, ça c'est un truc, alors je dois avouer que je n'ai pas encore pris le temps de vérifier tellement de choses à faire, mais c'est que, de ce qu'on m'a dit, ils ont avancé la sortie de l'euro numérique, là, de la Banque centrale, ils ont avancé l'agenda pour commencer à le mettre en place en 2023. Tiens non. Ça, j'ai pas du tout suivi ça. Voilà. Alors à vérifier, hein, prendre avec des pincettes. Encore une fois, c'est ce qu'on m'a dit. Il faut que je prenne le temps de vérifier. Allez le faire et n'hésitez pas à mettre des commentaires hein, si vous avez vu des choses à ce niveau-là. Mais pour moi, c'est encore un autre levier, ça aussi, encore une autre manière de, Mais de mettre du contrôle, quoi. le but, c'est le contrôle. D'ailleurs, j'en arrive à une. C'est marrant parce qu'il y a quelques jours, je déjeunais avec quelqu'un d'ailleurs que tu connais du Crypto Club ici à Maurice. Et puis m'est venue tout à coup la question. Alors là, je sais que ça va te plaire, ça va te plaire. La question toute simple. On sait très bien que l'agenda 2030 du World Economic Forum, etc., c'est vous ne posséderez rien et vous Mm, serez heureux. Hein. C'est mm, l'objectif, c'est 90% de la population qui dépend des subsides versés par le gouvernement et qui finalement ne possède plus rien. Et viennent demander l'obol. Et attention, si tu ne penses pas comme il faut, on te tape sur les doigts et on te supprime. Alors en plus, avec un euro numérique, etc., on mm. imagine la Tous les simplicité de faire contrôles tout ça. que Ça m'a ça amené à inclut. une réflexion. Je me suis dit, mais aujourd'hui en France, quel pourcentage de la population française, et j'ai pas le chiffre, hein, ne touche pas du tout d'argent du gouvernement? Et en fait, tu veux que je te dise, je pense qu'il est très, très, très faible. Mais quand je dis faible, Ouais. je pense qu'on doit être en dessous de 5%. Hein. Quelle, quelle partie des gens ne touche rien? C'est-à-dire Mhm, vit uniquement de ce qu'il gagne et n'a mhm. pas de subside, que ce soit allocation familiale, logement ou je ne sais quoi encore. Eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. D'ailleurs, bizarrement, je me demande si ce n'est pas que finalement les non-résidents qui maintenant Ouais, voilà. pour ma part, c'est un choix aussi qu'on a fait avec mon épouse tu vois, même comment ça s'appelle, la CFE pour les expatriés, c'est même pas. Moi, je veux plus, si je peux couper tout lien avec sécurité sociale française et tout, maximum de choses, parce que ça reste de l'emprise, quoi. Et De l'emprise. je vais faire un parallèle qui, moi, m'a marqué. Dernièrement, voilà, j'ai regardé en fait une vidéo qui parlait de la chevalerie de cette époque, comment ça fonctionnait, etc. Et en fait, ceux qui étaient assujettis au Seigneur à l'époque donnaient beaucoup moins de leur travail que ce que les gens qui sont encore aujourd'hui en France donnent en fait. Et donc on regarde, moi je me rappelle, hein, à l'école, on Oui, regardait en disant oh ils étaient je esclaves, pense pas qu'ils tu versaient que vois. 50% Non, de leur récolte, ça c'est sûr. Hein. voilà. Ça c'est sûr. Et en fait, on disait mais ils étaient esclaves, ils étaient, tu vois, avec une suffisance en disant oui c'est une époque où les gens n'étaient pas libres, etc. Ok, sauf que
en fait, dans les faits, par rapport au travail qu'ils produisaient et à ce qu'ils reversaient à leur seigneur, qui leur assurait protection, donc aujourd'hui, c'est pas par État, quoi, bah, en fait, ils donnaient beaucoup moins, quoi. Ouais. Donc, qui est l'esclave dans tout Il y avait ça? un véritable contrat finalement entre les seigneurs et leurs serfs. Oui, 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 bien Ouais. plus, c'était Mais bien bon, plus équilibré que ce qu'on on peut après, penser. après on n'y était pas. Bon, voilà. Mais c'est un sujet effectivement intéressant. C'est un sujet intéressant et il y a un livre d'ailleurs qui s'appelait Les Piliers de la Terre, un livre fabuleux à lire, hein. Je le dis, je ne sais pas si tu l'as lu, si ça te Non. dit quelque chose, qui raconte un peu ces époques-là, c'est bluffant. Euh, voilà. Mais oui, donc on est aujourd'hui, donc je pense que la France est très très en avance sur ce sujet-là, c'est-à-dire le sujet je dirais, du citoyen dépendant de son gouvernement, Mm. parce que ça fait des années qu'on a mis ça en place, et aujourd'hui, C'est très ancré dans les esprits, hein, c'est totalement. normal. Le héros français, c'est le fonctionnaire. Ouais. Le fonctionnaire avec un maximum de vacances, un maximum d'avantages, un emploi qui est garanti à vie. Et voilà, c'est le héros français. C'est le héros voilà, c'est le héros qu'on te donne comme référence à l'école. Celui que tu dois devenir plus tard, c'est le fonctionnaire. Voilà. Alors quand on écoute Emmanuel Macron qui, lors d'un dernier discours, nous explique que les Français doivent être prêts à payer le prix de la liberté, tu vois, là, moi ça me choque. Ah Il oui. faut que les gens comprennent ce que ça veut dire. Payer le prix de la liberté. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La liberté ne se paye pas, elle ne s'achète pas, la liberté. La liberté, on l'a. Personne ne nous l'accorde. Et cette vision française Mm. qui est de dire, Mm. moi, Macron, je vous accorde la liberté et vous allez devoir la payer, mais c'est ahurissant que ça ne fasse pas réagir, ne serait-ce qu'une presse qui serait un peu indépendante. Non, Donc c'est ces sinistre. sujets-là, voilà, moi ça me rappelle George Orwell, qui en 1948 écrivait son livre 1984, et où ça commence avec la guerre c'est la paix et la liberté c'est l'esclavage. C'est exactement dans quoi on est, c'est-à-dire qu'on est en train de te vendre une fausse liberté, on est en train de te vendre en permanence une guerre qui est en fait une mise en esclavage de la population. C'est ahurissant, c'est vraiment ahurissant, hein. Et C'est- bon, voilà. Oui, et puis, le truc, moi, je jette pas la pierre à le gros de la population qui ne le voit pas, parce que c'est avec des amis, parfois on parle, alors ça peut paraître condescendant, mais c'est pas l'objectif, hein. On parle des moldus, en fait. Les moldus. Les moldus, dans le sens où ils ne savent pas qu'il existe tout un autre univers, tout un pan de la réalité où il y a plein de choses qui sont possibles, en fait. Que quand tu passes, tu sors de la matrice, en fait, que tu vois comment ça fonctionne et que tu te mets à être en capacité comme ça d'exploiter en fait le système, de t'en servir plutôt que de te faire utiliser par lui. Bah, en fait, bah voilà, tu arrives à t'extraire, tu arrives à partir, tu arrives à être libre, tu peux faire ce que tu veux de ton temps, tu peux t'enrichir, tu peux profiter du temps de ta famille. Et donc voilà, tu as tout un temps de partie de la population que nous on appelle les moldus. Encore une fois, je suis bien conscient que ça peut paraître condescendant, mais c'est tout simplement pour dire, c'est un peu comme dans Harry Potter, quoi. Et voilà, c'est pas des sorciers, quoi. Ils comprennent pas qu'il y a toute cette magie qui existe, qui pourrait d'ailleurs, au contraire dans Harry Potter, ça ne leur est pas accessible. Soit tu n'es sorcier, soit tu ne l'es pas, mais qui aujourd'hui, moi j'ai été moldu. Je pense qu'on peut dire que toi tu l'as été, mais on peut sortir de la matrice, quoi. Bien sûr. On peut accéder à cet univers-là où il y a de la magie, en fait, où la vie devient magique, devient libre, en fait. Alors, il y avait après, il y a plein de sujets qui vont autour de ça, il y a notamment l'entrepreneuriat, tout simplement. C'est-à-dire que il y a quelqu'un je crois que tu dois connaître, qui est Charles Gave, Oui. que moi j'aime beaucoup, et qui répondait à une question très récemment, où quelqu'un lui demandait, il dit, qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune qui veut gagner de l'argent? Je l'ai vu. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Et il a répondu très justement. Il dit, écoutez, un jeune aujourd'hui qui arrive sur le marché du travail, il a le choix entre patron ou client. C'est-à-dire, soit il se dirige vers je vais avoir un patron, soit il se dirige vers je vais avoir des clients. Et bien sûr, comme il explique, il dit, si vous allez vers le côté je vais avoir un patron, ça va être très compliqué de gagner de l'argent, à de rares exceptions près. En revanche, pour vraiment pouvoir gagner de l'argent, c'est donc plutôt j'ai des clients. Ce qui veut dire vous allez de la valeur. C'est-à-dire vous allez entreprendre, vous allez Ouais. faire en sorte de vendre directement à des gens quelque chose dont vous avez des compétences
direct, hein, ce sera soit du pas service. pas forcément des compétences, mais en tout cas être en capacité de générer de la valeur, quelque chose qui a un intérêt pour eux. Et donc, Qui a un du intérêt coup, pour eux. pour lequel Voilà. ils voudront vous donner de Non, non, l'argent. ce que j'appelle des compétences, ça peut Ouais. être un produit, ça peut être n'importe quoi, Ok. mais de toute façon, vous allez mettre ça en place. Et évidemment que, je dirais, l'affranchissement de l'esclavage commence par déjà une Mm. réflexion comme celle-là, c'est-à-dire pouvoir soi-même générer quelque chose, une richesse, grâce à des clients qui vous payent. Aujourd'hui, une grande partie, quand vous dépendez de l'argent de l'État, vous n'avez pas du tout une relation de fournisseur à client. Mm. Vous avez des relations complètement biaisées. N'oubliez pas que l'argent que vous touchez, c'est toujours de l'argent qui a été pris à quelqu'un d'autre et qui a été pris sans qu'il le consente. Donc c'est de l'argent qui... Voilà, la France est maintenant un pays qui a plus de 50% à un PIB qui n'est que de la redistribution. Donc de l'argent qu'on prend à des gens sans leur demander leur avis, donc des entrepreneurs, et qui évidemment à un moment donné en Oui, aura le qui est bol, une part. qui ne fait Bon, après, il y a la TVA aussi, qui est quand même une grosse Oui, source de. oui, oui. Voilà. Oui, oui. Mais... Mais c'est de l'argent qu'on prend aux gens d'une façon Ah, bien sûr, directe ou indirecte, bien sûr. sans leur consentement, surtout dans la façon dont on le redistribue. Donc, euh, donc voilà, c'est des réflexions. Et donc en fait, cet indicateur dont je parlais, c'est-à-dire j'aimerais le mettre en place et faire un panel des pays. Ça ne va pas être simple, hein, mais quel est le pourcentage dans chaque pays de gens qui vraiment ne touchent rien de leur gouvernement? Mm. Ce serait très intéressant. Je suis certain, bizarrement, que la France est numéro un de loin, C'est bien possible, ouais. d'une grosse part. Alors probablement, on va y retrouver des pays du nord de l'Europe et la France qui va se placer, là encore, qui va être championne du monde dans ce pourcentage. Ce serait intéressant de faire ce travail. Mais Surtout que c'est une telle inefficience, en fait, parce que, tu vois, on va te prendre d'un côté pour te redonner de l'autre. Et au milieu, ben, il y a tout l'État, tout l'administratif, oui, etc. Donc, on te prend d'un qui se côté pour sert. donner de. Voilà, Il faut qui pas se oublier. sert, Faut pas oublier. absolument, Ils qui en se gardent une sert au part. milieu. Mais en fait, juste, tu prendrais pas et tu redonnerais pas de l'un côté. Mais l'économie Mais phénoménale que ça représenterait, c'est comme les autoroutes, en fait. Moi, c'est un truc qui m'a toujours choqué en France. Les autoroutes, avec ces systèmes de péage, où du coup, tu bloques des gens pour qu'ils payent à chaque fois et tu entretiens un système. Alors, à la Suisse, tu payes une fois dans l'année et c'est bon, tu roules, tu as ta vignette, tu es tranquille. Mais imagine, à l'échelle d'un pays, et pour moi, c'est le mal français, à l'échelle d'un pays, tous ces péages-là, qui ralentissent les gens, qui les ralentissent, qui leur prennent du temps, qui leur prennent de l'argent. Mais c'est un coût, en fait, d'un point de vue de vie et en termes d'économie et de productivité et d'efficience qui est juste phénoménal, quoi. mm, Et tout est comme ça. ouais. Oui, alors avec le côté, bon là, ils veulent faire payer ceux qui... Plus tu l'utilises, plus tu payes, Ouais, quoi, hein, ouais. c'est l'objectif. Après, sur les autoroutes, je dirais oui, c'est vrai que c'est un sujet aussi. Ouais. Donc voilà, on est quand même dans un moment là, voilà, si on en revient à la géopolitique, il faut que les gens réalisent quand même que ça devient de pire en pire hein, et que ça, malheureusement, l'agenda avance Mm. et pas dans la bonne direction, à mon avis. Hein. C'est Mm. ça qui est assez inquiétant. Ouais, c'est assez inquiétant. Donc, que faire par rapport à tout ça? C'est pas évident. Hein. C'est vrai que d'aller déjà, honnêtement, hein, pour des gens qui le peuvent, réfléchissez à l'expatriation. Moi, c'est quelque chose que aujourd'hui j'ai beaucoup de contacts sur ma chaîne YouTube de gens qui veulent s'expatrier et je vois que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Il y a du monde qui arrive à Maurice, là. Il y a du monde qui veut arriver. Il est vrai que si quelqu'un regarde sur l'éventail des endroits où s'expatrier, surtout quand on est français, bah, Maurice obligatoirement va vite être sur le radar, parce que c'est un des endroits quand Mm. même où C'est on une est expatriation ultra douce, quoi. ultra Oh douce, là là. on y est bien, voilà. Et puis on se libère quand même de tout ce poids. Et ici, oui, vous allez vivre sans dépendre Mm. de l'argent de l'État. Ça, c'est clair. Mm. C'est Responsabilité c'est maximale. responsabilité totale. Vous vivez en fonction de ce que vous arrivez à générer. Point final. C'est quelque chose de sain, vous savez, ça vous remet en alignement avec vous, d'un point de vue même, je dirais, santé mentale, Mm. pour tout. Voilà. C'est sortez de ce système-là. Plus vous percevez ce système avec tout ce qu'il y a de plus négatif, plus vous êtes obligé, pour vous mettre en alignement avec vous-même, bah, de vous poser la question comment en sortir. C'est pas possible, si vous voulez, de continuer dans un pays comme celui-là.
Voilà, moi maintenant, je ne nie pas que j'aime la France quand même. Hein, moi, j'y ai passé 3 mois. J'ai passé 3 mois merveilleux. Hein, j'aime, on y mange dans des très bons restaurants. Je dirais que pour le tourisme, c'est fabuleux. Mhm. C'est un beau pays. Il n'y a rien à dire. Hein. Ça Ah, pourrait. d'ailleurs, qu'est-ce qui va rester dans les années qui viennent à part le tourisme? Ouais. Mais oui, mais Mm. et c'est très dommage. Hein. C'est très dommage C'est hein, pour tous ouais, ces gens qui sont coincés là-bas et qui. On aimerait voir les choses évoluer différemment. bien Voilà. sûr, bien sûr. Mais bon. Mais je ne Donc, vois pas comment les choses pourraient s'inverser là. non, non, Je- non, non. Il va falloir qu'on aille. J'ai longtemps dit ça, hein, ça fait longtemps que je le dis. Malheureusement, il va falloir qu'on heurte le mur. C'est Mm. toujours pareil, hein, l'être humain, il réagit quand il est le dos au mur. Voilà. Il va falloir qu'on se le prenne, le mur des réalités, pour que Mm. la France, elle change. Je ne Mm. pense pas qu'elle change d'elle-même. Il faudrait Ouais. vraiment qu'une majorité de gens se réveillent, là, Mm. dégage évidemment les dirigeants qu'on a actuellement. Compliqué, Ouais. très compliqué. Ils sont quand même là, tu sens qu'ils sont en plus. En plus, je dirais même qu'il y a une majorité de gens aujourd'hui qui. Moi, je l'ai vu pendant le confinement. Hein, je pense qu'une grande partie des Français étaient ravis d'avoir des salaires en restant chez eux. Hein. Absolument. Ouais. Bah oui. Ouais. Oui, oui. Ça leur C'est- convient. Ça leur convient. Donc, Donc bon, d'une manière voilà, macroéconomique, on va dire que bon là, je trouve que le choix de la BCE, c'est intéressant sur potentiellement l'inversion de la courbe du dollar. En tout cas, bah, alors pour ma part, c'est pas pour autant que je vais prendre des euros. Là, j'ai des euros euh, disponibles, mais je vais les changer en autre chose. Je vais regarder soit du franc suisse, peut-être de la livre sterling, de la couronne je voudrais norvégienne. rappeler, alors ça, Hmm. c'est un sujet, je voudrais rappeler quand même que sur les devises, n'oublions jamais qu'on est dans un monde de devises où toutes les devises sont en train de partir au tapis. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans la course au tapis, entre guillemets, qui est une course inversée, hein, la course vers le fond, évidemment que le dollar est celle qui y va le moins vite, en tout cas qui y allait le moins vite, ce qui a expliqué sa hausse. Mais n'oublions jamais que quand on parle de la hausse du dollar, on parle de la hausse du dollar par rapport à des paniers de monnaie. Tout Oui. ça reste dans un circuit fermé des monnaies. Et les monnaies, on le sait, elles sont en dévaluation totale par rapport aux autres actifs. Mm. Voilà, on l'a vu avec l'immobilier, on le voit avec le bitcoin, on le voit avec l'or. Globalement, les actifs se sont énormément valorisés dans les 10-15 dernières années, même 30 dernières années, par rapport à toutes les monnaies, dollars y compris. Mm. Mais dans cette course de perte de vitesse des monnaies et de dévaluation des monnaies, c'est le dollar qui semble jusqu'à aujourd'hui être en meilleure position. Alors, on ne va même pas parler du rouble, hein, qui se porte très très bien. Hein. Le rouble qui se porte mieux aujourd'hui qu'avant l'invasion de la Russie en Ukraine. C'est extraordinaire, ça aussi. Hein. Donc, Ouais, bah après, il fait comme ça, quoi. Hein. Ouais. J'ai loupé le truc, moi. Ouais. Voilà. Ah oui, mais bon, ça c'est sûr. on va toujours tout choper. Non, non, non. Difficile à prévoir en plus. Difficile à prévoir. Bah, je voulais me positionner dessus et en fait, j'ai déjà eu du mal à y accéder. Quand j'ai fini par trouver comment y accéder, merci Mark Blursky d'ailleurs, qui m'avait parlé de Binance, où justement on peut avoir du rouble via Binance en prenant du dollar, après du dollar vers le rouble. Ah bon Ouais, ouais, Ok. tu peux faire ça. En fait, Binance, c'est une très bonne plateforme pour te diversifier en termes de devises. Tu as des frais qui sont extrêmement faibles et tu as plein de devises de disponibles. Ok. Tu vois, c'est juste que tu n'as pas directement euro-rouble. Il faut faire, hop, tu passes par le dollar et puis ensuite tu vas Il y a- vers l'autre devise. Il y a dollar rouble. Enfin, du stablecoin dollar, je précise d'ailleurs. Voilà. Du Mais contre- BUSD, rouble, absolument. Contre du vrai rouble. Ok. Voilà. Ouais. Et bon, enfin voilà, j'avais loupé le truc, j'avais vu que ça avait remonté, je dis bon. Et puis j'y suis pas allé, et j'aurais dû parce que, mais bon, c'est toujours facile de refaire l'histoire, quoi. Donc, bon, d'un point de vue, toi en bourse, toujours rien. Non. Non, non, moi je reste un peu à l'écart. Je t'avoue que moi, toute la géopolitique m'inquiète quand même. Enfin, et donc je me dis que de toute façon, si vraiment on assiste à des événements majeurs, je pense que là, on pourrait avoir même l'immobilier. Hein, je commence à me demander l'immobilier qui n'a fait que monter depuis 1991, quoi, Mhm. depuis maintenant 30 ans. Ah, il y a un moment donné. Alors bien sûr, c'est lié au taux. Alors si évidemment les banques centrales se calment, qu'on repart sur une courbe des taux qui baisse, etc. Oui, alors l'immobilier pourrait repartir encore, bien sûr.
bien sûr. Mais voilà, je suis vraiment prudent donc, sur la bourse, tout ça. Moi, aujourd'hui, alors je maintiens ce que j'avais déjà expliqué lors d'une récente vidéo, hein, c'est que finalement, on le voit encore avec cette histoire du dollar, c'est que de tous les actifs, finalement, s'il y a bien une valeur qui est la contrepartie parfaite de tous ces actifs, c'est le dollar. Parce qu'à partir du moment où on a des dollars, ben en fait, à chaque fois que les choses baissent, c'est vos dollars qui se portent bien. Et même par rapport à l'euro. Hein. Là, j'ai vu dernièrement, tu vois, pendant ces 3 derniers mois, moi qui garde tout en dollars, maintenant, tout ce qui est liquide et qui n'est pas investi, entre guillemets, pour moi, c'est en dollars. Même par rapport à l'euro, j'ai gagné. Tu vois, même Ah oui, même en largement. vivant en Europe, j'ai Largement. été gagnant. Donc le dollar reste pour moi voilà, non pas que je l'aime le dollar, hein, mais il est la contrepartie pour l'instant, et ça peut durer encore un peu, hein, jusqu'à ce que évidemment ce soit le dollar qui, alors là, le jour où le dollar va vraiment partir en sucette, là par contre ça va être une autre histoire. Ça va être une autre histoire. Bon, je pense qu'on a Oui, encore du temps. je pense Encore aussi. du temps, dans quelques années, quoi, à minima. Je pense aussi. Ouais. Par contre, bon, c'est à surveiller ce qu'ils sont en train de faire du côté des BRICS avec la constitution d'une nouvelle monnaie. C'est ça. Ça, c'est à surveiller. C'est ça. Voilà. C'est Pareil, c'est pas du jour au lendemain, ça va prendre des années à se construire. Le monde change vite, très très vite. C'est Le monde change vite. Donc on a vraiment maintenant un monde qui était unipolaire pendant 30 ans, c'est-à-dire où il y avait vraiment que le dollar et qui dominait tout. Hein. Tout ça est en train d'être bouleversé très très rapidement. Donc maintenant on a des blocs. Enfin, rapidement. Plus rapidement qu'avant, mais on parle quand même à horizon on est sur des temporalités d'années, Bien sûr. 5, Bien sûr. 10 ans, 20 ans. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais Bien sûr. oui. Ok. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait une vidéo assez longue là. Ouais. On va la couper en espérant. J'ai complètement perdu la notion du temps. Je ne sais pas combien de temps ça Non, fait. je pense qu'on a mis Mais bon. 1 heure maxi. Ouais, je pense. je pense que ça, on a fait plus. Mais Ah bon. bon. Ouais. Ok. On va voir. On va voir. Merci Dimitri. Ouais, je t'en prie. À très vite. Toujours un plaisir. On se fera. J'espère qu'on se fait ça. Maintenant, on se fait ça de façon régulière. Carrément. C'est très bien. Et puis bon, bah, on espère que vous avez. Bah, ça vous a fourni des pistes de réflexion. Peut-être que pour certains, ça va amener des prises de décision. Et puis, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Hein. Vous l'avez fait la dernière fois, hein, ça a eu beaucoup de réactions. La dernière vidéo avec des gens qui étaient en mode outré. Voilà, vraiment, c'était outré, quoi. Je sais. Et bon, bah voilà, nous, on donne notre point de vue. Il n'y a pas pour force de loi, très loin de là. On se trompe, c'est notre vision des choses. Et voilà, n'hésitez pas à donner votre point de vue en toute bienveillance, bien sûr, en étant constructif. Et puis likez, partagez. Voilà. J'ajoute d'ailleurs, n'hésitez pas, pour ceux qui réfléchissent à de l'expatriation, à me contacter, puisque je m'occupe de ça. Hein. Je vais faire ma petite pub rapide, mais comme je m'occupe et j'ai vraiment beaucoup de contacts avec des gens qui maintenant veulent s'installer à l'île Maurice, voilà, moi je suis ouvert pour les premiers. On peut discuter de façon privée. Je sais qu'il y a énormément de questionnements pour des gens qui commencent à se poser ce genre de questions. Donc n'hésitez pas à me contacter pour ça aussi. Je suis là pour ça aussi. Voilà. Super. Et oui, dernier mot, l'expatriation, c'est pas si difficile que ça en fait. Non. C'est vraiment pas si difficile. On le dit dans ce cadre merveilleux. Ouais, c'est sûr. Une fois qu'on y est, on se rend compte que là, j'ai lancé un Discord public derrière moi. Là, j'ai posté juste une petite image parce que hier, donc, je te disais, on était au Paradis. Ça s'appelle comme ça, l'hôtel Paradis. Et donc, j'ai pris mon épouse et notre bébé en photo là sur la plage. Et je me disais, bah, ça valait le coup. Ça valait le travail, les sacrifices, les doutes. Ça valait le coup. Clairement. Oh, c'est super. Sur ces bons mots, les amis, à bientôt. Bye bye. Salut à tous.